Bienvenue à vous, madame, messieurs, à ce numéro spécial, Grand Plateau sur Télé 50. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites très bien de le faire. Dans ce numéro, nous allons parler politique, l'engagement et la participation de la femme en République démocratique du Congo. Mon invité, c'est une personne que vous allez sans doute découvrir pour la première fois. Il y en a qui l'ont peut-être entendu, suivi ici et là dans des médias locaux, ici en RDC, sur Top Congo, etc. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme sa première sortie, la grande sortie de la dame que je vais vous présenter tout à l'heure. Elle est avec moi. Et puisque nous sommes toujours au cours du mois de mars, mois dédié à la femme, nous allons parler également de l'engagement à la fois de la femme en politique, mais également de la conciliation entre femmes au foyer, femmes qui travaillent et femmes qui s'engagent en politique. Bienvenue à vous. Bonjour Mireille Mularé, vous êtes notre invité. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici dans ce beau cadre. Bonjour Monsieur Gaëtan. Alors, on va vous découvrir, c'est pratiquement une grande première pour vous de vous présenter en tant que politicienne. Vous avez plusieurs casquettes, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, qu'est-ce que ça représente pour vous la journée du 8 mars, la journée des droits de femmes? Bon, par sa définition, moi je dirais que c'est une journée de combat. C'est une journée de combat, c'est-à-dire la journée des droits de la femme. Donc c'est beaucoup plus une journée de réflexion, de remise à question qu'une journée de fête. En bref, c'est ça. C'est ce qui représente cette journée. Ça vous dérange un peu de voir les femmes qui demandent des pagnes, des femmes qui sont dans des bars en train de boire. Il y a des mamans qui appellent leurs enfants demander « Tu ne m'as pas téléphoné ce jour, c'est le jour des mamans, le jour des femmes ». Ça vous dérange un tout petit peu cela? Beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que juste après ça, il y a peut-être du bastonnage à la maison. Donc on n'aura rien compris. Donc ça me dérange beaucoup. Il faut plus réfléchir, se remettre en question. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule? Voilà ce qui représente la journée de la femme pour voilà, moi. Ça c'est une question introductive, mais nos téléspectateurs se demandent bien de qui il s'agit. Et à ce petit portrait qui nous présente notre invitée Mireille Mularé, politicienne, femme à plusieurs casquettes. On suit le portrait et on se retrouve tout juste après. À 36 ans, Mireille Mularé, originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément de Bukavu, où elle a vu le jour, est l'un des visages qu'on reverra assez beaucoup les prochains jours dans la politique. Communicologue et journaliste de formation, Madame Mularé est une passionnée de politique de la première heure, soit juste après sa sortie du prestigieux Institut des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Elle a pour modèle en politique des hommes, elle est passionnée par la lecture et le voyage. Mireille Mularé a rejoint le rang de Étienne Tshisekedi, opposant congolais qu'elle adule et dont le combat a marqué toutes ses aspirations politiciennes. Aux côtés d'autres jeunes intellectuels et professionnels, il crée en octobre 2019 la Force Grise, un cadre de réflexion et stratégie. Son riche parcours en immobilier et son expérience en gestion des entreprises font d'elle un maillon important dans ce cercle réduit et élitiste des jeunes professionnels du parti au pouvoir qui accompagne sur tous les fronts la vision du président de la République. Elle occupe à présent le poste de vice-présidente dans le nouveau comité de Force Grise. En tant que promotrice immobilière, Mireille Mularé a coordonné les activités de plusieurs entreprises de construction, une expérience qu'elle met à contribution aujourd'hui au profit de la nation à travers sa fonction de conseillère du ministre des Finances Nicolas Kazadi, en charge des projets immobiliers. Mireille Mularé est croyante, catholique et mère de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Voilà
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Myriam Mullaré, vous avez suivi le petit portrait que nous avons fait pour vous, qui vous présente de manière succincte, mais vous aurez à faire quelques petits commentaires sur ce qui a été dit dans le portrait. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi avoir choisi de faire la politique. Vous avez une belle carrière, une belle famille, vous aviez tout, en tout cas tout, je dirais, mais finalement, on vous retrouve quand même en politique. Pourquoi avoir choisi la politique? J'ai Comme pas quoi, choisi. on ne va pas en politique pour les moyens, simplement. J'ai pas choisi de faire la politique. Je pense que c'est la politique qui m'a choisi. Ah bon? Oui, parce que c'est vraiment une passion pour moi. Aimer d'abord le Congo, c'est la première bonne raison. Et pour arriver à changer les choses, je pense qu'il faut passer peut-être par cette voie-là, parce qu'il y a des décisions, il y a des réformes. Tout ça, c'est du côté politique qu'il faudrait arriver à changer les choses. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ces choix. C'est un peu une grande passion pour le Congo. Ça ne suffisait pas simplement de faire des voyages, puisque vous avez un peu parcouru le monde. Vous vous êtes dit, tout ce que j'ai acquis comme expérience ici et là, je peux le mettre au service de mon pays. Déjà que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. J'emploie aussi des gens. Je travaille avec une équipe qu'il faudrait payer. Mais on est souvent coincé quelque part. Et pour qu'il y ait des solutions par rapport à ça, les décisions se prennent par exemple au Parlement. Et pour arriver à prendre des bonnes décisions, il faut faire de la bonne politique. Il faut postuler, il faut arriver au Parlement, il faut faire des réformes. Et pour ça, il faut faire de la politique. Donc pour que je change des choses, même du point de vue de ce que je fais dans mon secteur, il faudrait peut-être aller au Parlement et prendre des bonnes décisions. Être dans des postes politiques et prendre des bonnes décisions pour l'intérêt de la population. Alors en politique, on ne sort pas de ex nihilo, il y a bien d'influence des gens, des personnes que l'on rencontre. Quand on regarde votre bio que j'ai parcouru aussi, on voit que vous avez été baigné, influencé par plusieurs politiciens, ceux qui ont travaillé du temps de Mobutu, même ceux qui travaillent jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même influence qui vous conduit, qui vous guide ? Et qui sont ces personnes qui vous ont influencé personnellement? Dans mes débuts, en tout cas, où l'envie de le faire et de cette manière-là, c'était Didier Moumengi à l'époque. J'étais jeune à l'époque, lui il était, je pense, ministre de la Communication. Et j'aimais sa façon apaisée de faire cette politique. Au début, je ne me rendais même pas compte que c'était de la politique qu'il faisait. Je pensais juste que c'était un communicologue et j'aimais sa façon de communiquer. C'était le ministre de Communication. Mais au-delà de ça, c'est avec le temps que j'ai pu comprendre que c'était également de la politique, mais une politique assez différente. À mes yeux, c'était une politique apaisée. Et, pas une politique de bruit, des débats dans les télés, pas forcément. Une politique apaisée, comment vous la définissez? Pas forcément. Je pense que la politique qu'il faisait était liée aussi à sa personnalité. Okay, voilà, à sa personnalité. Je ne le connais pas personnellement, mais s'il avait une personnalité plus ou moins apaisée, comme moi, si je peux me le permettre. Et je pense que ma politique aussi, elle est plus ou moins apaisée. Voilà, c'est ces valeurs-là en lui qui m'a attirée, qui m'a donné envie de faire d'abord la communication, parce que par la suite, j'ai pris la décision d'aller faire l'IFASIC, faire la communication. Et même en deuxième cycle, j'ai pris la décision de faire le journalisme politique intérieur, bien que je n'ai pas pu exercer dans ces milieux. Donc, il a quand même influencé mes choix dans les débuts. Voilà, positivement en tout cas. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup d'années que vous êtes dans la politique active, mais s'intéresser à la politique, ça date de longtemps pour vous? De très, très, très longtemps. Ça date de très longtemps parce qu'après Didier Moumengi est arrivé l'heure, moi, personnellement, j'ai découvert l'UDPS juste après Didier Moumengi. Je n'étais pas active, mais j'avais cette envie-là. Comment vous avez commencé? Comment vous êtes décidé à un moment? C'est vrai, j'ai tout, mais là, je m'engage quelque part puisqu'il faut commencer. Le début, il y a un début dans la politique. On ne commence pas directement ministre. Mais le premier pas, c'était où? Les premiers pas en politique active, c'était au sein de la Force Grise. J'étais dans l'IDPS, mais j'étais, disons, quelqu'un de... Parfois, je suis là, parfois, je ne suis pas là. Mais de loin, c'était quelque chose que j'ai soutenu. J'étais avec eux. Je n'étais pas dans la rue, mais j'étais avec eux. Donc, j'ai commencé une politique active avec Force Grise. Voilà. Ouais, la Force Grise qui n'est pas un sous-parti politique de l'IDPS, mais pas du tout, plutôt une structure de réflexion. Qu'est-ce que vous faites exactement? Pas du tout. Force Grise est une association de jeunes professionnels
qui œuvrent au sein de l'UDPS. Ce sont des jeunes qui sont membres de l'UDPS depuis bien longtemps, dans la Ligue de jeunes qui se sont mis ensemble et ont décidé de créer un autre cadre de réflexion et des propositions intellectuelles à soumettre à nos autorités, accompagner nos autorités par des propositions concrètes à mettre en action. Dans quel domaine est-ce que vous êtes entendu? Dans tous les domaines, parce que nous avons tous les profils dans Force Grise. Oui, évidemment, nous sommes entendus, parce que plus d'une fois, les autorités du parti ont eu recours à nous pour des services par-ci, par-là, des travaux intellectuels. Oui, nous sommes pris en compte. Vous n'êtes pas un contrepoids à la fois de la jeunesse de l'UDPS, non? Nous sommes de la jeunesse de l'UDPS. Nous sommes de la jeunesse de l'UDPS. Nous sommes de la jeunesse de l'UDPS avant toute chose. Force Grise, c'est juste une structure qui est dans l'UDPS, mais qui n'est pas dissociée de la Ligue de jeunes. Alors, en parlant de profil, on a dit que vous êtes communicologue, vous êtes entrepreneur aussi, sur le plan de la géostratégie, vous êtes quelqu'un de l'Est. Oui. L'UDPS, c'est vrai, c'est un parti national. Je m'attendais à cette L'UDPS question. c'est un parti national, mais je ne veux pas entrer dans des polémiques tribales, c'est vrai, Oui, je me le réserve en tout cas. Pourquoi avoir fait le choix de l'UDPS en fait? Je dis quand même, vous êtes quelqu'un de l'Est. L'idéologie. Ok. L'idéologie. Parce qu'il y a aussi une autre chose, vous êtes allé à l'UDPS alors que l'UDPS n'était pas encore au pouvoir. Non, il n'était pas encore au L'UDPS était dans pouvoir. l'opposition. Exactement. Vous espériez vraiment vous retrouver en politique rapidement? Est-ce que vous étiez sûr que l'UDPS... C'est pas une question d'argent déjà. C'est pas une question d'argent. Okay. C'est pas une question des notoriétés. C'est pas une question des célébrités. C'est une question d'idéologie. J'ai embrassé une idéologie. Voilà. Je sais que cette question, parce que vous n'êtes pas le seul à me la poser, ça revient tout le temps même dans mon entourage, dans ma famille, personne ne comprend. Parce que tu es de l'Est, il fallait soit être à l'UNC ou à l'AFDC. Exactement. Mais moi, je me sens plus épanouie dans l'IDPS parce que je suis allée. Pas adhérer officiellement, mais je suis allée voir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. Comment est-ce que... C'est de la politique apaisée comme celle des Diamounimengi là-bas. Vous pouvez définir comme vous voulez, mais c'est déjà quelque chose qui rencontre mes valeurs. J'ai des valeurs et je me retrouve dans l'IDPS. Je suis épanouie dans l'IDPS. Je suis épanouie dans Force Grise. Et apaisée? Oui, je suis apaisée. Comme vous me voyez là, je suis apaisée. Il n'y a pas de discrimination à l'intérieur? Non, pas du tout. J'ai jamais eu à... Non, jamais ressenti ça. Après, vu que je suis vice-présidente de Force Grise, malgré qu'il y ait beaucoup de Kassaïens autour de moi, le président des Forces Grises n'est pas Louban, c'est un monsieur du Bandundu. Donc, il n'y a aucune discrimination au sein de l'IDPS. Je pense que c'est juste des clichés qui n'existent pas. Il faut approcher, aller dedans, voir et voilà. Enfin, moi, je n'ai pas senti cela. Je n'ai pas senti cela. À l'UDPS, la femme occupe une bonne place, une place de choix. Oui. Bon, peut-être dans Force Grise, alors, parce qu'à l'UDPS, on n'en connaît pas beaucoup. Hein. Oui, déjà dans l'IDPS, il y a mes grandes sœurs qui sont là au Sénat, à l'Assemblée, et qui occupent quand même des postes de responsabilité. Dans Force Grise, bien évidemment, vous voyez. Peut-être que vous faites l'exception avec Force Grise. Hein. Non, pas du tout, pas du tout, parce que déjà, je travaille dans un cabinet politique. J'ai été recrutée par un monsieur de l'IDPS. Alors oui, on arrive, puisque vous en avez parlé directement. Parlons de votre fonction actuelle. Vous êtes conseillère du ministre des Finances, Finances plutôt, Nicolas Kazadi. Vous êtes conseillère en charge de projets immobiliers, vous qui avez été communicologue, vous avez aussi des entreprises immobilières et autres. Puisqu'on parlait de la femme, monsieur Nicolas Kazadi, c'est un homme genré. Oui. Il s'est donné la place à la femme sa place. Il sait le faire parce que... Mais vous n'avez pas beaucoup de conseillères, il n'y a pas beaucoup de conseillères, il à peine quelques... si, mais elles sont là, il y a 3 conseillères et voilà. Et avec une marmaille d'hommes. Je sais pas vous répondre à cette question, mais je ne pense pas que c'est fait exprès. Les femmes qui se sont présentées devant lui, il a vu, parce qu'il ne faudrait pas prendre les femmes juste parce qu'elles sont femmes.
Il faut avoir, non, il faut avoir les compétences qui vont avec, pardon. Donc voilà, moi je suis là, je suis au cabinet, j'occupe une fonction qu'on pourrait qualifier de fonction d'homme parce que vous vous occupez de tout ce qui est immobilier. Les immobiliers, ça part de construction, ça part de... Ben moi, je suis quand même responsable de tout ce qui est projets immobiliers, c'est-à-dire concevoir des projets de construction, doter au gouvernement, au ministère des Finances, de nouvelles infrastructures. Donc, c'est un peu plus large, hein. Après, il y a aussi des dossiers que nous traitons, des projets qui existent déjà dans la construction ou dans les projets immobiliers qui existent déjà. Vous faites les suivis, il faudrait que l'exécution soit bien faite. Est-ce que les décaissements et les travaux sur terrain c'est marient, hein, voilà. Une cellule des projets immobiliers Oui. qui est implantée dans le ministère des Finances. Qui n'existait pas déjà, Il n'y a aucune usurpation quelque part là, non? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au fait, c'est une vision. Il a voulu matérialiser une vision parce que nous savons tous que le gouvernement n'a presque plus rien en matière des bâtiments, par exemple, parce qu'il faut aller voir les agents du gouvernement ou de l'État, dans quelles conditions ils travaillent, dans des très très mauvaises conditions. Et les ministres, Nicolas Kazadi avait une vision, c'est une vision de doter à l'administration de l'État des infrastructures qu'il faut, permettre à ces gens de travailler dans des bonnes conditions. Et pour ça, il fallait quelqu'un qui fasse les suivis, quelqu'un qui s'y connaît, qui fasse les suivis, quelqu'un qui soit dans la conception également et qui matérialise au fait la vision qu'il avait. C'est comme ça que son choix s'est porté sur moi. Et pour cette fonction, vous avez à travailler avec beaucoup de ministères, collaboration, directement avec les ministères? Oui, puisque ça concerne en même temps des terres, parce qu'il y a des acquisitions que nous faisons au fur et à mesure. Nous achetons des terres, nous construisons et ainsi de suite. Je travaille directement avec les affaires foncières, l'urbanisme, les ITP. Voilà un peu les institutions avec lesquelles je travaille directement. Alors quand vous regardez la politique active congolaise actuelle, le microcosme politique congolais, est-ce que la femme est suffisamment représentée et engagée? Là, vous dites qu'au ministère des Finances, il y a que peu de femmes qui s'étaient présentées. Si, il y a plusieurs femmes, mais qui ne sont peut-être pas conseillères, mais elles sont nombreuses dans les cabinets. Elles sont vraiment nombreuses, il faut aller voir, peut-être plus nombreuses que les hommes. Mais les conseillères, elles ne sont pas nombreuses. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas représentées dans les cabinets, donc elles sont très nombreuses. Alors, la représentation de la femme, je pense aussi que c'est un problème d'engagement. Parce que moi, avec le temps, j'ai compris que les femmes, c'est vrai qu'elles sont engagées, mais elles ne vont vraiment pas jusqu'au bout de leur combat. Elles ne vont pas vraiment jusqu'au bout. Ça, c'est mon analyse. Donc, elles peuvent commencer, elles sont là, mais elles reculent. Elles reculent, elles baissent rapidement les bras. Peu vont jusqu'au bout. Est-ce que les hommes mettent des obstacles? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, pour avoir eu à travailler avec des hommes par-ci et par-là. Sincèrement, les hommes, ils ont parfois tendance à vouloir écraser la femme. Ça, c'est peut-être une expérience personnelle, mais je pense aussi que d'autres femmes pourront dire la même chose que moi. Ils ont tendance à vouloir étouffer la femme. Mais il faudrait juste s'imposer. Il faut vraiment s'imposer et laisser votre travail parler pour vous. Il faut... j'ai remarqué également que vous êtes dans l'obligation de travailler beaucoup plus que cet homme-là, vous donner beaucoup plus pour vous faire remarquer au moins par votre travail. Voilà, donc c'est pas facile de travailler. Peu d'hommes ont compris qu'il faudrait que le combat de la femme, il faudrait les porter aussi. Parce que ces hommes ont des enfants, ils ont des filles. C'est un peu ça la masculinité positive. On oublie pas. Voilà, parce qu'on oublie parfois qu'on a également des filles qu'on scolarise dans des grandes écoles. Elles seront peut-être demain butées au même problème que votre collègue à côté.
Donc, il faudrait porter ces combats aussi, accompagner ces femmes au nom même de vos propres filles, porter ces combats. Parce que c'est déjà un chemin que vous ouvrez à vos enfants aussi. Voilà. Pour la dernière partie de cette émission, on a dit dans le portrait, vous êtes maman, vous avez 3 enfants. Est-ce que cette question revient souvent quand on parle avec les femmes? Ça ne devrait peut-être pas ne plus exister. Demander à la femme, est-ce que c'est facile de concilier la maison, est-ce que le travail, mais je vous la pose quand même. C'est assez simple pour vous? C'est pas simple parce que ça revient, puisque vous l'avez dit, ça revient très très souvent. On nous dit qu'il est très difficile d'être une bonne mère et d'avoir une carrière professionnelle réussie. On dit que c'est presque impossible. Mais c'est pas impossible du tout, parce qu'on arrive à le faire. Nous avons nos enfants qui sont là en train de grandir avec une bonne éducation. Il faut juste s'organiser. Il faut s'organiser, savoir qu'est-ce qui est... Parce qu'au-delà au-delà d'être mère et d'avoir un travail, peut-être qu'on a besoin d'une vie sociale, mais il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'en priorité, dans un premier temps, jusqu'à ce que les enfants deviennent indépendants, ne mettre en avant que ces 2 aspects, l'éducation des enfants et votre travail. La vie sociale ou les activités en dehors de tous ces 2 éléments peuvent venir après, on peut récupérer. Donc savoir qu'est-ce qui est prioritaire et s'organiser, c'est tout. Non, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et vous avez des modèles en politique congolaise, des dames qui vous inspirent? Vous avez parlé d'Idé Moumeni, lui c'est un homme. Une femme peut avoir pour modèle aussi un homme, il n'y a pas de problème, mais des dames? Bon, je ne voudrais pas qu'on s'élance sur cette voie-là. Vous ne pouvez pas citer des dames qui sont dans l'autre obédience? Non, je peux citer n'importe qui, sauf que je voudrais juste souligner quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir pour modèle une femme parce qu'on est une femme. Ça, je sais. Oui, on peut avoir un homme pour modèle. Et moi, j'ai énormément d'hommes comme modèle que des femmes. Donc, pas de femmes? Si, il y a certaines, oui, mais beaucoup plus les hommes. Beaucoup plus des hommes. En dehors de M. Moumegui? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas créer des jaloux, des mécontents, mais il y en a beaucoup. Vous préférez vous limiter à celui qui a un peu votre profil? Oui, c'est lui qui m'a aidé dans mes débuts. D'accord. Mireille Moulare, c'est la fin de l'émission. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Vous avez peut-être un dernier mot, comme ça, avant de clôturer cette émission. Ben déjà, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile pour nous, les femmes, de faire de la politique. Il y a trop de clichés à notre sujet. On pense que ces femmes-là qui font de la politique ne sont pas des femmes avec des valeurs, sont des femmes légères, par-ci, par-là, beaucoup de choses se disent. Mais moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de faire de la politique avec mes amis. Hein, j'ai eu de la chance. J'ai fait de la politique avec mes amis. Il n'y a pas de conditions pour pouvoir accéder à un poste quelconque. Il suffit juste Il y a un profil déjà que j'ai qui parle pour moi. Et j'ai béni l'Éternel pour ça parce que je suis chrétienne en même temps. Donc voilà. Donc voilà, moi j'encourage ces femmes-là de venir, de faire de la politique. Si ça les passionne, bien sûr, on ne veut pas obliger les femmes à faire ce qu'elles ne veulent pas faire. Mais si elles veulent le faire et qu'elles hésitent encore, venez, moi je suis là, je m'en sors plutôt bien. J'évolue avec mes amis au sein de Force Grise. Je vous invite d'ailleurs à adhérer dans Force Grise parce qu'on a besoin de femmes. Venez, il y a nos contacts sur Twitter, partout sur les réseaux sociaux. Et nous allons vous accueillir, vous allez me trouver là. Voilà. Naturellement, Force Grise soutient la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est prononcé, qui a dit qu'il voudrait bien empiler un nouveau mandat. Si il faut parler de ses réalisations, vous direz quoi? Pour un peu inciter la population congolaise à nous renouveler sa confiance. Les réalisations du président sont très visibles. Hein. Okay. Sont très très visibles. Hein. On n'a même pas besoin de commencer à les énumérer une par une. Mais elles sont vraiment visibles. Donc, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir même sur terrain, vous allez voir déjà moi sur mon avenue ici, vous avez vu, c'était très compliqué d'accéder la rue, mais là, il y a des travaux, tout le monde est content dans les quartiers. Donc, c'est parmi les réalisations du chef de l'État. Ah, c'est comme ça que vous invitez la population à voter une nouvelle fois pour le président de la République. Oui, oui. D'accord. Merci, Madame Moulare.
pour ce moment passé avec vous, pour ce moment d'échange à cœur ouvert. Vous nous avez dévoilé un peu votre façon de voir la politique congolaise, ainsi que ce que vous ferez quoi demain? Dans quel sens? En politique toujours, vous ambitionnez quoi? Faire une carrière, c'est un peu... Voilà. Oui, je voudrais vraiment faire une carrière dans ce que je fais. Si je suis là dans la politique, c'est pour... C'est candidate. Voilà, pourquoi pas, je serai candidate. C'était pas prévu de l'annoncer tout de suite, mais voilà, c'est dans mes projets. C'est dans mes projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également. J'espère que vous avez apprécié ce numéro que nous avons fait en profitant justement de ce mois de mars. Ça sera suivi durant le mois de mars.